Le lounge de l'entrepreneur. Épisode numéro 5. Let's go! Bienvenue à tous à ce 5e épisode du lounge de l'entrepreneur. Je m'appelle Jonathan Lemers et je suis l'animateur de ce podcast. J'aurai le plaisir, mais surtout la chance, de m'entretenir avec des entrepreneurs d'expérience afin de discuter de leur parcours d'entrepreneur dans le but de vous motiver à faire comme eux et vous lancer en affaires. Aujourd'hui, comme invité, j'ai le plaisir de recevoir Maurice Lefebvre. Maurice est cofondateur de la firme Quantum Monkeys, une compagnie qui se spécialise dans l'accompagnement des entreprises à travers leurs efforts de transition vers l'agilité et autres modes de gestion modernes. Auparavant gestionnaire de projet, entrepreneur et concepteur de systèmes, il est maintenant coach d'affaires depuis 2011. Il consacre sa carrière à aider entrepreneurs et entreprises à se moderniser en prenant le virage digital et en créant des environnements de haute performance. Il compte parmi ses clients Bell Canada, AppDirect, Kindy et même la Banque de développement du Canada. Maurice a beau être passionné d'archéologie, de mythologie et d'histoire ancienne, ses techniques de travail n'ont rien d'archaïque. Salut Maurice, bienvenue au lounge, ça va bien? Salut, ça va bien toi-même? Oui, ça va bien, merci. Merci d'accepter l'invitation de venir nous faire part de tes expériences. Ça me fait plaisir. De quoi tu veux qu'on parle? Mais si tu veux, pour commencer, tu peux nous parler un peu de toi, de ce que tu fais dans la vie pour gagner ta vie, puis ce qui te passionne en dehors de l'entrepreneuriat? Parfait. Moi, je suis un coach d'affaires. Donc, coach d'affaires et un entrepreneur. Je suis aussi un fondateur pour la firme Quantum Monkeys, une petite firme de consultants où on aide les entreprises à s'adapter au virage digital qu'on voit présentement. Moins du côté technique, nous, on est vraiment du côté humain. On pense que c'est le facteur humain qui drive n'importe quelle entreprise. Donc, c'est de mettre les préconceptions à jour. Il y a des gens qui sont en affaires depuis des fois 30, 40, 50 ans, qu'ils soient en affaires ou soit des employés qui sont rendus des managers, des CEO. Ils ont besoin de voir une nouvelle façon pour travailler avec des gens. T'sais, on n'est plus dans un mode de command and control, là, un boss qui décide tout puis des gens qui exécutent en arrière. On veut avoir des gens qui sont capables d'aller au-delà de juste exécuter. Donc, c'est ça qu'on fait. On aide les gens à se mettre à jour là-dessus. À part de ça, on utilise Quantum Monkeys beaucoup comme un banc d'essai pour toutes les nouvelles théories émergentes, les nouvelles idées qu'on peut avoir. Donc, on s'en va pas chez des clients avec l'idée d'aller faire des expériences avec eux autres. On les a faites avec notre propre argent. Ce qui est en même temps super le fun, super génial, puis probablement quelque chose d'un peu con à faire parce que des fois, on le mange dans les dents, c'est incroyable. Ah, c'est clair, hein? Mais ça fait partie de la game. Ouais, non, c'est sûr. Sinon, c'est un peu poche pour le client, si tu le fais aussi avec son argent. Fait que c'est sûr que si toi, en même temps, t'essayes en même temps, ben c'est sûr que c'est bien de faire de ton bord pour... S'il y a quelqu'un qui a subi le coup, c'est toi. Hein? Ben, c'est ça. Ça veut pas dire qu'il y a un taux de succès de toutes les techniques qu'on amène chez les clients, mais au moins, on sait ce qui peut manquer. Ce qui est déjà bon, hein. C'est pas ce que les consultants font d'habitude. Hein. Ça arrive, ça montre un plan, puis si ça marche pas, ben c'est parce que le client n'a pas été capable de l'exécuter comme il faut. Nous autres, on fait pas ça. Ouais, c'est ça. Non, ben c'est pas toujours non plus peut-être pas la meilleure façon non plus. De penser que t'as toujours raison, là, que c'est comme ça que ça devrait être, justement. Peut-être que toi aussi, même si t'es un coach d'affaires, pas toi nécessairement, mais en général, là, mais peut-être que toi aussi t'as des affaires à apprendre, que tu suis pas la curve. Là. T'essaieras de dire à un client que non, j'ai pas la science infuse, il y a des chances que je me trompe, et regarde le regard d'horreur qu'il va te faire. Ouais, c'est vrai, j'avoue que ça fait vraiment du sens. Hein? On a un principe de no bullshit. Donc, on va dire au client ce qu'il y a, pourquoi c'est comme ça, pourquoi ça marche pas, puis pourquoi ce qu'il fait est bon ou pas bon. Bon, ben, moi, je trouve ça excellent. C'est le genre d'affaires de relation que je voudrais avoir avec mon coach d'affaires, mais il y en a sûrement plein qui prennent ça mal, dans le fond. Qui ont de la misère avec la critique en général aussi. Là. Ouais, c'est ça. Avec la critique, avec le pas de garantie 100% que ça marche. On n'amène pas ce qu'on appelle des silver bullets, là, une affaire magique qui va régler tous tes problèmes, ça n'existe pas. Okay, donc, c'est une question de travail, c'est une question de changement de perspective. Donc, il faut être honnête avec les gens. Puis si le client n'est pas prêt à évoluer dans le bon sens, ben il faut aussi pouvoir lui dire, regarde, je peux plus travailler avec toi, ça marchera pas, t'es pas prêt. Quand tu seras prêt, tu me rappelleras, d'ici ce temps-là, ben bonne chance.
pense que c'est la meilleure chose à faire. Là. Faut pas se casser trop la tête non plus avec un client qui peut te donner de la misère. Puis que aussi par toi, tu veux avoir des résultats pour tes futurs clients, mais pour toi-même, ta satisfaction personnelle que tu as vraiment aidé un client quelque part. Là. Ouais, la satisfaction personnelle de pouvoir avoir réussi à accomplir quelque chose puis aider quelqu'un, c'est plus important que quoi que ce soit d'autre. Parce qu'autrement, je veux dire, au prix où on est payé, on peut très bien dire, je vais prendre ton argent puis ce que tu fais avec, je m'en fous. Là. Mais l'idée, c'est on veut vraiment les amener ailleurs. On s'est réunis ensemble dans Quantum Monkeys parce on aime libérer le potentiel chez les gens. On voit que cette attitude-là qui est manquante un petit peu partout, mettre les gens en premier, c'est un des points majeurs qui freinent la plupart des entreprises. Mais là, j'ai l'impression que je m'en vais un peu partout. Ah non, mais il n'y a aucun problème. Okay. Mais justement, Quantum Monkeys, là, tu dis que vous êtes 3, ou tu m'avais dit ça un peu en pré-entrevue. Oui, ben ça a bougé beaucoup. On est 3 fondateurs, on est monté jusqu'à 7 à un certain moment, on est redescendu 3, on retourne à 4, donc ça bouge beaucoup. Okay. Le milieu de la consultation, c'est un milieu qui est très, très instable. Il y a des gens qui sont parfaits pour pouvoir travailler avec l'incertitude tout le temps. On ne sait pas si on va avoir un client bientôt. Il faut qu'on cherche après nos clients, ce qui est, quand tu es un employé normal, c'est pas quelque chose que tu as l'habitude de faire. Donc, il y a des gens qui préfèrent après ça aller s'établir ils ont comme un coach stable au sein d'une entreprise. D'autres veulent aller explorer d'autres avenues. Donc, ça bouge beaucoup, là, c'est normal. Puis on n'est pas une entreprise qui est facile non plus à travailler avec. Hein. On travaille dans un mode qu'on appelle DDO, Deliberately Developmental Organization. Ce qui veut dire, tu connais pas ça? Ben, c'est une des tendances relativement récentes. Nous, on y croit beaucoup. C'est absolument effrayant pour la plupart des gens à qui on en parle. C'est-à-dire qu'on s'axe sur le développement rapide de tout le monde. OK? Donc, on va mettre les employés dans des situations pour lesquelles on ne les a pas préparés pendant des siècles avant. On leur fait confiance, ça va fonctionner. L'idée, c'est d'être capable de les appuyer s'ils ont des problèmes, mais qu'ils puissent apprendre à se débrouiller vite. Ils ont constamment accès à de la nouvelle information, à de la nouvelle formation, à du coaching. Donc, tu vois les compétences puis la capacité à s'adapter à n'importe quelle situation qui monte en flèche. C'est clair. Okay? Ça fait que ça, c'est super intéressant, mais en même temps, c'est demandant. Tu n'as pas le temps de jouer la game politique quand tu es dans une entreprise. Tu n'as pas le temps d'essayer d'avoir l'air bon. Il faut que tu sois super brutalement honnête envers toi-même et que tu ne portes pas de masque pour aller chercher de l'aide où est-ce que tu en as besoin pour que les gens qui voient qui pourraient t'aider soient en mesure de le voir. Il ne faut pas que tu caches quand tu as un problème, quand il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais ça fait que les gens changent aussi extrêmement vite, ça. Donc, certains ne sont pas capables de tenir à cadence très longtemps, ce qui est correct. Puis d'autres sont juste rendus à un certain point. OK, ben maintenant, je m'aperçois que c'est plus ça que je veux faire. Je veux dire, j'ai réussi à me développer tellement vite que là, j'ai découvert qu'est-ce que je veux. Je vais aller voir ça. Donc, c'est un effet secondaire de ce genre d'organisation-là. Ce sont des employés qui bougent. Dans une grosse organisation, où est-ce qu'on peut amener ça? Ben, il faut s'assurer qu'il y ait de la mobilité à l'interne beaucoup, sinon les employés vont s'en aller. Puis, mais dans notre organisation, je veux dire, on est entre 3 et 7. Là. Donc, t'es coach, puis c'est là que t'es. Ah, mais c'est vraiment une bonne... J'avais jamais entendu parler de ça, mais ça a vraiment l'air intéressant, parce que justement, tu peux savoir plus rapidement si c'est fait pour toi ou pas, mais c'est sûr qu'en même temps, pendant que tu apprends à te connaître, tu travailles beaucoup, fait qu'en même temps, tu peux peut-être être un peu fatigué, surchargé, fait que ça peut peut-être t'influencer à prendre une mauvaise décision, je dirais. Hein? Ben, c'est moins prendre des mauvaises décisions. Au contraire, c'est que tu as de plus en plus d'informations, puis d'expérience pour prendre des bonnes décisions. Mais ça demande d'être capable d'absorber de l'information vite. Ça, c'est pas toujours facile, surtout quand tu n'es pas habitué. Quand tu commences à prendre le beat, là, nous autres, ça fait ça fait à peu près 1 an et demi là, qu'on fait ça maintenant. Puis, même si c'est fatigant, on ne pourrait pas retourner à faire autre chose. Là. C'est juste trop le fun. Eh non, c'est clair. Ça a vraiment l'air intéressant parce que de la fois, ça sonnait comme si c'était une mauvaise chose, là, je voulais dire. Là. Mais non, c'est vraiment, je trouve ça super intéressant. Là. Mais t'amènes ça dans une entreprise où t'as pas préparé la direction à ça, là. Tu sais, des gens qui voient les employés qui montent puis qui deviennent bons comme de la compétition potentielle.
Mhm. Là, tu vois des réactions de peur de la part des managers puis de la direction quand ils voient que leurs employés sont maintenant capables de prendre leurs propres décisions, qui sont souvent meilleures que les leurs, simplement parce qu'ils n'ont pas voulu rentrer dans le même modèle que les autres. C'est pour ça qu'il faut vraiment que le modèle soit pris à grandeur de l'entreprise. Mais ça demande Mhm. vraiment comment est-ce que tu gères des gens qui sont des experts plus que toi dans certains domaines, des fois qui sont des gens qui sont carrément plus intelligents que toi, puis qui apprennent plus vite que toi parce que les autres ont plus le temps de le faire que toi avec les responsabilités que tu as, t'es pris avec. Donc, comment est-ce que tu Mhm. gères ça? C'est complètement différent de. Tu peux pas juste arriver et donner des ordres. Là. Ça fonctionne pas. Tous tes ordres vont être challengés constamment. Oui, mais t'as-tu pensé à ça? T'as-tu pensé à ça? Oui, mais ça serait mieux. Il faut préparer les gens à ça. C'est bon. Ouais, c'est vrai. C'est sûr que. Mais quand ça peut-tu s'appliquer à une très grande entreprise ou c'est souvent plus petite moyenne que tu penses que ce type de. Ça s'applique à tous les genres d'entreprises. OK. Deux exemples de très grandes. Il y a Bridgewater, qui est. Bon, premièrement, cette idée-là vient du livre qui s'appelle And Everyone's Culture, dont OK. là, j'ai pas les auteurs par cœur. Le livre est super intéressant. Je vais mettre les liens plus tard C'est bon, je dans t'enverrai la ça. description. Parfait, merci. Donc, il parle entre autres de Bridgewater, qui est la plus grosse compagnie d'investissement au monde. Il fonctionne comme ça. OK, Depuis c'est bon. maintenant 30 ou 40 ans. Là. Puis non seulement ils fonctionnent comme ça, mais ils ont aussi certaines autres caractéristiques qui sont super intéressantes, comme la transparence totale. Il n'y a aucun meeting dans cette entreprise-là qui n'est pas enregistré. Si ton nom est Oh. mentionné dans le meeting, tu es avisé, tu es capable d'aller l'écouter. C'est fou, là. C'est bien hot. Ah ouais? Il n'y a pas rien comme un one-on-one privé. Ça n'existe pas. Tout est public. Si tu as quelque chose à dire, tu le dis publiquement. C'est C'est bien intéressant, ça. Oui, ça crée un autre genre de dynamique. Il y a Decurion qui, sur la côte ouest américaine, en Californie, c'est une entreprise familiale, mais qui est maintenant plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'entreprises, qui avait tous les cinéparcs sur la côte ouest. Puis bon, les cinéparcs, ça Oh. n'existe plus maintenant, donc ça s'est tout transformé en petits centres d'achat, puis en développement résidentiel, puis en développement commercial. Donc c'est une des compagnies de real estate les plus importantes là-bas. Fonctionne aussi exactement comme ça. Ah, mais je pensais que c'était récent. Fait que tantôt, quand t'as dit que l'autre compagnie, ça faisait 30-40 ans qu'ils faisait ça, je viens de me rendre compte que c'est pas si récent que ça, mais c'est juste que le monde avait comme peur d'utiliser cette technique-là, tu penses? C'est que l'idée présentée est récente, mais c'est basé sur des observations. Donc, il y a des OK. entreprises qui ont commencé à agir comme ça, qui se connaissaient pas entre elles, qui le font toutes de façon un peu différente. Mais ça a été le précurseur de l'idée des DDO. Ah, cool. Ah, c'est intéressant. Ouais. Mais sinon, en dehors de l'entrepreneuriat, il y a non, mais c'est pas que ça me dérange du tout, c'est que justement, c'est quoi qui te passionne, que t'aimes faire autre que l'entrepreneuriat? Là? Je sais que t'en parles puis ça a vraiment l'air d'être passionné, là, fait que c'est sûr que le reste de l'entrevue aussi va être là-dessus, mais si on veut connaître un peu plus Maurice, c'est quoi qu'il aime dans la vie? Écoute, Maurice a étudié en mythologie puis en archéologie il y a maintenant, mon Dieu, quasiment 20 ans. Donc, je suis assez loin de mon métier. Puis autrement, je suis un geek profond. Hein. On parle jeux de plateau depuis que je suis jeune, puis j'ai encore ma gang avec qui on joue toutes les semaines. DDO? Pas DDO, mais Dungeons and Dragons? Entre autres, oui. Ouais. Ah ouais, je suis un Ah, genre- geek profond. Ah non, mais c'est bien correct. J'ai des amis qui font ça, là, qui faisaient plus ça dans le temps, là, avec les GM et tout. Mais je regarde des fois sur Twitch pour le fun. Je trouve ça vraiment intéressant, mais je suis pas sûr que moi, je serais capable parce que je suis hyper actif. Là. Je suis pas sûr que je serais capable vraiment de rester assis tout le temps, 5-6 heures à attendre mon tour du rôle. Puis je suis un petit peu trop que j'aime le voir, comme si tu veux. Là. Hein? Fait que moi, c'était plus les jeux, mettons, Diablo, pis tout ça, là, moi, ça a parti mon trip de monde médiéval. Là. Moi, je suis un grand fan de Fallout en jeu vidéo. Ok, cool. Depuis les tout premiers. Ok. Mais bref, donc ça c'est moi en dehors du travail, mais je vais t'avouer, tu sais, quand tu es en affaires dans le domaine qui te passionne, puis que tu fais juste du service aux gens comme ce qu'on fait, ça devient qu'à prendre une super grande partie de notre vie. Hein. J'ai ça, j'ai ma famille, puis j'ai mes chums pour jouer, puis ça fait pas mal le tour.
OK. Ben, c'est correct. Si justement t'aimes ça puis tu te sens pas surchargé, c'est ça l'important dans la vie. Ah non, ben, quand t'es rendu au niveau dans lequel moi j'opère, faut que t'en manges. Faut que ça fasse partie de toi. Ça peut pas être quelque chose. Ça peut pas être une job. Faut que ce soit une vocation. Mhm. Ah, c'est sûr. Mais sinon, une journée de travail typique, ben peut-être pas nécessairement de travail, là, mais ouais, du lundi au vendredi, ça ressemblerait à quoi une journée pour toi? Ça peut varier énormément. Hein. Il y a des moments où on travaille sur place avec des clients. À ce moment-là, ça ressemble à n'importe quel autre job qu'on peut avoir. On se rend chez le client, on passe la journée là à aider différentes équipes, on rentre à la maison après. Mais OK. sinon, je fais beaucoup de coaching. Puis avec le coaching, ça se fait souvent à distance. Donc, j'ai certaines de mes journées, je me lève le matin, je regarde mes rendez-vous, je prépare ça, puis je vais passer le restant de ma journée sur Hangout à coacher des gens, là, à des clients particuliers. Puis d'autres journées, il Mhm. n'y a rien. À ce moment-là, c'est du développement d'affaires. OK. Ça ressemble à quoi? Du développement, tu cherches des nouveaux clients, tu cherches des nouvelles techniques de... On cherche des nouveaux clients. Chercher des nouvelles techniques, ça se fait en continu, tout le temps, ever, constamment. Mhm. Mhm. Mais ça, là, on cherche des nouveaux clients, travaille à exposer l'entreprise un petit peu plus. On est une entreprise qui est assez récente, on n'a pas tout à fait 2 ans. Donc, on a encore besoin de beaucoup d'exposition. Puis comme on n'est pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut s'en occuper. Puis mes associés, là, présentement, sont tous les deux dans des contrats à plus long terme. Donc, eux autres, c'est du matin au soir avec le client. Donc, c'est moi qui s'occupe de ça. Là. OK. T'aimes-tu ça, cette partie-là? Non, mais ça fait partie de la job. Non, moi, C'est clair. tout mon downtime, je le passerais. Tu sais, j'écris un livre présentement. Là. Ah, cool. J'absorbe tellement de matériel que j'ai des approches que j'ai commencé à amener qui ont commencé à se cristalliser. Ben là, je suis en train d'écrire là-dessus. Je consacrerais plus de temps à faire ça. Mais si on veut OK. manger, ben, il faut faire le Non, développement c'est ça. d'affaires. Ouais. C'est un type de livre sur le développement d'affaires, sur le... Non, ça va être sur moderniser les entreprises. Ah, Donc, c'est quoi les concepts qu'il faut qu'on connaisse? Comment est-ce qu'on peut mettre ça en place? C'est quoi les pièges qui vont arriver quand on va essayer de le faire? C'est quoi les avantages qu'on va réussir à en tirer? Donc, je veux très clairement distiller ce que peut-être une demi-douzaine d'auteurs ont travaillé dessus chacun de leur côté depuis les 10-15 dernières années. Donc, je suis pas le premier à c'est faire cool. ça. Je suis pas le dernier non plus. Tout ce que je veux faire, c'est vraiment prendre le pouls de maintenant où est-ce qu'on en est. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse si je veux avoir une entreprise qui est capable de se transformer, de s'adapter puis de prospérer dans un monde où on n'est plus capable de rien prédire. Hein. Il y a encore 10 ans, la seule façon dont on était capable de fonctionner, c'est tu prédis ce qui va se passer durant la prochaine année, tu assignes tes budgets, puis tu espères que ça tienne. Maintenant, on le sait, là, un mois après, ta situation elle a changé, ton marché a changé, la technologie a changé. Donc, faire ce qu'on appelle de la planification prédictive comme ça ne fonctionne plus. Donc, comment est-ce qu'on peut amener une façon pour être en mesure de s'adapter puis de changer constamment, puis pas de voir ça comme on survit à cette vague-là, parce que c'est le nouveau normal. Là. Si on fait juste survivre, on va juste finir par se noyer à un moment donné. Mais comment Ah, c'est clair. on s'adapte à ça, puis on évolue pour en tirer parti. Oh my god, c'est vraiment intéressant. Mais c'est vrai que de toute façon, ça bouge tellement vite qu'un nouveau livre, c'est bon, là. C'est une bonne chose. Pareil, même si le domaine a déjà été discuté, il y a des choses qui bougent dans certains domaines. Fait que ça vaut la peine de réécrire dessus. Puis à ta façon, là, peut-être que toi, t'as essayé des trucs que tu trouvais qui marchaient pas dans d'autres livres, qui disaient de faire. Exact, exact. Et puis, je veux dire, il faut continuer à en discuter. Là. Quand tu es vraiment à la fine pointe ils ont des expériences, de la recherche, des observations, il faut en parler. C'est comme ça qu'on crée une discussion. Il y a des gens qui vont être d'accord avec moi, d'autres qui ne le seront pas. C'est parfait. Ça va amener d'autres personnes à penser différemment, à présenter d'autres modèles et puis d'autres approches. Puis, on va se fider les uns les autres comme ça pendant le reste de l'éternité. Hein. C'est ça qu'il faut, sinon on va se mettre à stagner. Puis dans le domaine des affaires, on a stagné pendant presque 100 ans. Oh shit. On utilise encore des principes là, qui ont été mis en place au début du 20e siècle. Puis on est 100 ans plus tard. Là. Mais est-ce que c'est parce que ces principes appliquent encore ou c'est parce que tu penses que les personnes sont encore... je cherche un mot respectueux, là, mais en retard, mettons. Là. On a mis les processus
on lui a donné tellement une grande importance que maintenant, c'est plus des gens qui dirigent les entreprises, c'est des processus. Puis tu peux pas t'opposer au processus. Le processus prend les décisions. Ah, ben ouais. En faisant ça, c'est vrai, OK. on tue l'innovation, on arrête de réfléchir, puis on n'est pas capable d'évoluer. Puis certains vont dire, mais c'est parce que ça marche encore très bien. Mais ça marche encore très bien seulement parce qu'ils n'ont pas vu qu'est-ce qui se passe quand tu marches différemment. Puis que tu fais, oh, OK, c'est plus la même game, là. Ça marche encore mieux. je vais dans plein d'entreprises où les gens me montrent, regarde ces employés-là, la moitié est en retard à matin, l'autre moitié font le minimum pour pas se faire mettre dehors. Ben oui, OK. Est-ce que tu comprends que c'est peut-être pas la faute de tes employés, puis c'est peut-être la tienne? Qu'est-ce que tu fais pour qu'ils aient envie de travailler plus fort? Ben là, on a un bonus de fin d'année. Ouais, OK. La carotte et puis le bâton, ça marche quand tu travailles avec des animaux, puis ça marche quand tu travailles avec des gens qui gagnent pas tout à fait assez cher, puis qui sont pris, tu sais, tu veux pas recevoir le bâton, risquer de perdre ta job, parce que là, tu vas être dans le trouble, ou tu gagnes pas tout à fait assez cher, fait que la carotte, tu veux vraiment aller la chercher. Paye ton monde comme il faut, mets des opportunités en avant d'eux autres, puis dis-leur, là, je veux que vous deveniez kick-ass, tout le monde. Je vous donne tout ce que vous avez besoin, là. Okay? Vous allez avoir, plus vous êtes kick-ass, plus l'entreprise va avancer, plus vous allez gagner de l'influence dans l'entreprise, puis être capable de faire ce qui vous tente. Là, tu vas voir une grosse différence. Puis c'est pas très long. Il faut juste déprogrammer les gens parce qu'on a appris depuis qu'on est jeune qu'il faut obéir à l'autorité, puis qu'il y a toujours une autorité en haut de nous, puis que tu fais qu'est-ce que l'autorité a dit, sinon il y a des conséquences. Je dis ça à ma fille déjà, il faut que je fasse attention à ça. On était habitué à se conformer. Puis, l'entrepreneuriat, puis même le business en général, c'est pas un milieu où, si tu veux avancer aujourd'hui puis t'adapter vite, où tu peux te conformer. Les seules places où c'est encore pertinent de dire on force les gens à se conformer sont les entreprises qui ont tellement d'argent que le fait qu'ils en perdent de façon épouvantable parce qu'ils vont pas chercher les opportunités qui se pointent ou qui décident on va être les deuxièmes sur le marché puis on va laisser les premiers en avant trouver la solution, après ça on les achète puis on les absorbe. Il y en a qui sont comme ça. Ben, eux autres n'ont pas besoin d'avoir à s'adapter parce qu'ils ont juste tellement d'argent que ça va prendre du temps avant que ça fasse une différence. Jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un, en fait, qu'il y ait un changement qui va faire que leur avantage, qui est pas fair, là, puis c'est pas juste l'argent, souvent ils sont assis sur une technologie ou un réseau. On parle, par exemple, certaines compagnies de télécommunications, par exemple, sont assis sur un réseau qui ont établi au-dessus d'une centaine d'années puis ils vivent encore là-dessus. Imagine si du jour au lendemain, ta technologie elle change, tu n'en as plus besoin. Oh my God. Ouais, eux autres, ils vont se réveiller magiquement comme ça un beau matin, ils vont faire « Whoop, on n'est plus pertinent. Qu'est-ce qu'on fait? » Puis là, ça se peut qu'il soit trop tard. Là, on dirait ça, hein? Parce que revirer quand ça coûte chaque jour, chaque mois, chaque jour, ça te coûte des millions, ça va vite, là. Ça peut te coûter des milliards dans une année. Plus. Ben, ces grosses entreprises-là, ils visent beaucoup sur comment être efficace. OK? Puis ce que je décris, c'est plus tu veux être efficace, plus t'es plutôt que d'être une auto qui est capable de se promener sur une route, t'es content parce que la route elle t'amène en quelque part, c'est déjà efficace. Tu veux être plus efficace, ben là tu droppes la route, tu mets des rails de chemin de fer, puis là tu mets ton train dessus, puis ton efficacité est rendue à quelle vitesse je suis capable d'aller avec ce train-là. OK? Plus tu vas vite, plus tu es efficace que tu vas te rendre à ta destination bien plus rapidement. Puis les grosses entreprises ont les moyens pour faire ça. La seule affaire, c'est qu'imagine que ta cible, hein, la place où tu veux aller. Bon, il y a 50 ans, elle pouvait changer de place à tous les 10 ans, 15 ans. OK? Après ça s'est mis à s'accélérer. Maintenant, disons que ta ville de destination, elle change de place à tous les mois. Tu n'es pas capable de construire des rails de chemin de fer suffisamment vite pour rectifier ton tir tout le temps. Puis de toute façon, ton train va tellement vite que c'est sûr que tu vas manquer ta bonne sortie. Fait que quand tu t'engages dans une direction puis tu y vas à pleine vitesse, ben c'est bien plate, c'est là que tu vas te ramasser, même si c'est plus la bonne place. Donc, on essaie d'amener les entreprises à se dire, arrêtez de penser efficacité, pensez adaptabilité. Parce que l'efficacité, c'est bon s'il n'y a pas de changement. On vit dans un monde où tout change tout le temps.
Donc, il faut juste que tu sois capable d'être enligné dans la bonne direction. Puis, de t'attendre à ce que peut-être que le but que tu as là présentement, que l'endroit où tu vas aller, va changer 3 fois avant que tu te rendes où que ce soit. C'est tellement vrai. Mm-hmm. Oh my god. Ah, ça bouge tellement vite, mais c'est fou, là, mais comme je disais, tu disais tantôt, là, 10 ans, tu sais, on savait pas qu'est-ce qui allait arriver ou quoi. Mais, tu sais, on jasait de ça l'autre fois, puis que là, 10 ans, il n'y avait pas de Facebook, pas de Twitter, pas rien, puis aujourd'hui, tu sais, même l'année prochaine, on sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir, là, ça bouge tellement vite que... Quand j'étais petit, on écoutait à la télévision y a de la science-fiction, puis loin, là, tu sais, où le monde se promenait avec un communicateur dans ses poches ou une montre où tu étais capable de parler avec quelqu'un. Aujourd'hui, on a dans nos poches, puis on prend ça pour téléphoner puis regarder YouTube, là, des ordinateurs plus puissants qu'apparemment tout ce qu'on avait il y a 20 ans. L'arrivée, il y a des smartphones. Quand ça s'est arrivé, je travaillais pour Electronic Arts à l'époque, j'étais dans le jeu vidéo. Puis on est passé des dumb phones aux smartphones. Tu sais, j'ai vu les premiers iPhones puis les premiers Android arriver, c'était des morceaux de composantes collés sur des feuilles de carton. Là, okay? Le téléphone n'était pas fini encore. Oh my god, ok. Quand on a vu ça, on a juste réalisé, my God, on n'est plus à la bonne place. Le monde vient de changer là. Tout ce qu'on faisait avant, on prend ça puis on met ça au vidange, on s'en va dans une autre direction. Ça vient d'ouvrir des possibilités incroyables. Puis regarde, maintenant, je sais pas quel âge t'as, toi? 33. 33, fait que t'as pas mal passé toute ta vie adulte avec des smartphones dans tes poches, hein? Oh, ben, tu sais, je veux dire, les premiers téléphones que j'ai eu, ben, en fait, c'est parce que j'ai été lent, là, à me convertir au smartphone, parce que moi, j'étais bien content avec mes genres de flip-flop, mes affaires dans le même, parce que moi, ça, les téléphones, pour moi, un téléphone, c'était fait pour téléphoner, puis le reste du temps, si je voulais gamer, j'étais sur mon ordi ou mon PlayStation, là. Mais oui, j'ai connu toute l'arrivée, genre, de l'Internet, des téléphones, j'ai eu une des premières boîtes, moi, j'appelais ça une boîte téléphonique, là, mais c'était un gros téléphone Motorola, puis écoute, c'était une brique, là, puis ou ça, l'afficheur, c'était juste des chiffres t'avais là-dessus, t'avais pas de jeu, t'avais pas d'écran, là, c'était juste des chiffres, là. Fait que, écoute, j'ai déjà eu ça, fait que j'ai vu l'évolution, puis c'est rendu ridicule. Quand j'étais jeune, là, on était 4 familles sur la même ligne téléphonique. Oh shit, c'était des lignes partagées, c'est resté comme ça en campagne jusqu'à la fin des années 80. Oh my god. Ouais, on s'en va loin, là. J'ai connu les premiers BBS arriver. Ou quand tu veux communiquer, ben t'appelles avec ton téléphone, que tu branches dans un modem, pas branché avec un fil, là. Le récepteur avait des adapteurs que tu mettais dessus. Oh my god. Il y a eu téléphone à roulette dans le temps. Hein. Ça a changé. Ouais, j'en ai eu un. Ça fait pas si longtemps que ça, là. C'est en 89-90, là. Ah, c'est vrai, hein? Oh my god, ça n'a même pas encore 30 ans, là. Non, ça n'a pas 30 ans. Fait que le monde change tellement vite aujourd'hui, c'est à tous les quelques mois, on a une nouvelle technologie qui arrive, puis même si la majeure partie du public la voit pas nécessairement arriver, en arrière, pour les entreprises, ça change tout. Il y a des entreprises entières qui ont des plans de 5 ans qui viennent de se mettre au vidange. Un de mes clients, l'année passée, voulait que j'aide son équipe à être capable d'organiser un projet, comme il disait, correctement. C'est-à-dire, c'est un projet de 5 ans, puis ce qu'ils veulent, c'est que l'estimation du projet qui était faite avant qu'il commence, en bout de ligne, le projet coûte pas plus que 5% de déviation sur la première estimée. Puis ils voulaient que je les aide à arriver à ça, monter leur performance dans la capacité à estimer puis à faire des prédictions comme ça. Puis moi, j'en croyais pas mes oreilles, là. 5 ans? La technologie sur laquelle ils travaillent n'existera plus dans 5 ans. Okay? Ils vont être rendus à 4-5 générations de technologie plus loin. En 5 ans, il y a combien de personnes qui vont fonder des familles dans ton équipe? Ben, à quoi ça nous regarde? À quoi ça vous regarde? Ben, ça regarde gros, parce que si tu tiens pas ça en compte, certains vont dire, ben là, j'ai besoin d'avoir une promotion pour aller ailleurs, pour réussir à faire vivre ma famille, ou ben moi, j'ai un bébé, je m'en vais pendant 1 an. Puis ça, c'est père comme mère, là, aujourd'hui. Donc, comment tu veux planifier ça? Comment tu veux gérer tout ça? Une des choses les plus ridicules que les entreprises font encore aujourd'hui, c'est de mettre quelqu'un avec un rôle qu'on appelle un gestionnaire de projet. OK? Tu connais c'est quoi un système? Un système, c'est 2 ou 3 morceaux ou plus, qui vont travailler ensemble dans le but d'arriver à quelque chose. OK? Mais 3 engrenages qui roulent ensemble, ça, c'est un système qui est relativement simple. Maintenant, pour créer ce système-là, ben là, ça te prend une équipe. Fait que là, tu as 4-5 personnes qui vont travailler à créer ce système-là.
Et ces 4-5 personnes-là, eux autres mêmes sont des systèmes complexes avec des émotions, avec le fait qu'ils vont tomber malades, avec le fait qu'ils ont des familles, avec le fait qu'ils ont des ambitions à eux autres. Tout de suite, ton système est super compliqué, juste là. Mais ces gens-là vont répondre à d'autres personnes, le boss. Puis ton système va interagir avec d'autres systèmes qui est aussi simple ou plus complexe. Il faut aussi que tu gères ça. Après ça, il faut que tu gères les gens qui s'occupent de ces autres systèmes-là aussi. Parce que là, tu rentres la politique là-dedans, tu vas rentrer des conflits de personnalité. Après ça, toujours dans ta même entreprise, là, tu vas rentrer ton budget, ta planification annuelle, tes ressources humaines, OK? Ça commence à devenir complètement infernal, le niveau de complexité qu'il y a là. Quand on sait que aucun système peut contrôler un système qui est plus complexe que lui, puis on met un pauvre épais qu'on appelle un gestionnaire de projet, puis on lui dit, ben, à partir de maintenant, c'est toi qui t'occupes de ça, t'es accountable en français. Ouais, je sais. En plus, j'aurais dû le traduire parce que la semaine passée, j'ai un gars qui a fait la même chose. C'est accountability. Tu avais voulu un coach pour le garder à content. Là. Ce que j'ai trouvé, c'est de te garder on pace. Quelqu'un qui va être sûr que tu fais tes affaires quand t'as les faire. Le vrai terme, c'est imputable. Okay? Donc là, tu prends ton gestionnaire de projet et tu dis tu es imputable, c'est-à-dire que toutes les responsabilités que ça marche sont sur ton dos. Okay? Pour que ce système-là, que tu n'as aucune chance d'être capable de contrôler ou prévoir comment est-ce qu'il fonctionne à la perfection. Okay? Ajoute à ça le fait que tu n'as pas de contrôle sur ce que les gens en dessous font vraiment. Tu peux penser que tu en as, mais honnêtement, tu n'en as pas. Puis tu n'as pas non plus de contrôle sur toutes les décisions que nous, en haut de toi, dans la hiérarchie, vont prendre par rapport à ton projet. Mais si ton projet ne marche pas, si par exemple, moi je me lève un matin puis je décide de prendre la moitié de ton équipe puis de l'envoyer ailleurs puis couper ton budget des 3/4, ça ne changera pas les buts que j'ai pour toi. Puis tu es encore imputable de me livrer les mêmes résultats que tu m'as promis il y a 2 ans. Oh comment est-ce que tu penses qu'on est capable de gérer quoi que ce soit de façon correcte dans une entreprise quand on a ce genre de mentalité de, pardonne-moi l'expression, moron-là? Pour la simple raison que on est tellement habitué à juste suivre les process, okay, que le process dit que ça prend un gestionnaire de projet qui s'occupe d'un projet, que personne ne va questionner ça. Quand j'arrive avec ces exemples-là, là, j'ai un petit bout de couple de slides de PowerPoint là, qui montrent cette relation-là. Quand je montre ça aux gens, tu vois un paquet de lumière qui s'allume partout. Fait, on n'avait jamais pensé à ça. Mais vous êtes tous des gestionnaires de projet. Êtes-vous en train de me dire que jamais dans votre vie, vous vous êtes aperçu que vous n'avez aucun contrôle sur quoi que ce soit, puis que votre seul unique rôle, c'est d'avoir le gun appuyé sur la tête pour avoir un bouc émissaire si quelque chose ne marche pas? Ah, on l'avait pas vu de même? Ben, ça fait combien de fois que tu t'es fait chicaner parce que ton projet ne marche pas? Ben, toutes les fois qu'on fait un projet. Ben, c'est ça. Ouais. Oh my god, faut que tu sois fait fort pour te faire ce job-là. C'est absolument infernal. C'est pas pour rien que les gestionnaires de projet sont la classe de travailleurs qui a le plus de burn-out. Tu contrôles rien, puis tout te repose sur tes épaules, puis c'est ta faute si ça marche pas. Ouais, non, c'est ridicule. Là, complètement. Oh my god, la liste que tu faisais tantôt, là, t'élaborais justement la liste de faire un engrenage, là, un process. J'étais comme, oh my god, c'est bien plus complexe. C'est quand tu repenses à ça, là, c'est vraiment t'as vraiment plus d'affaires à t'occuper, là, que même dans une business en tant que tel. Imagine, un être humain est un système tellement complexe que si toi, tu vas être en charge d'un autre être humain, t'es déjà dépassé. Parce qu'il faut que tu gères ta propre complexité puis celle de ta vie avant la sienne. Fait qu'imagine quand on a une douzaine comme ça, plus tout ce qu'ils font là, à gérer. Oh my god. Il faut juste être honnête, comprendre qu'on peut pas tout gérer comme on voudrait, pas tout contrôler en tout cas. Mais c'est de... Puis il faut aussi se baser sur les autres systèmes complexes capables de penser autonomes, c'est-à-dire les autres personnes autour de nous autres. Donc les gens qui sont dans le projet, pour être capable de prendre en charge une partie de l'observation qu'il y a à faire puis du réajustement en cours. Faut leur faire confiance, comme on parle un peu tantôt. Oui, mais la confiance, c'est pas un chèque en blanc. C'est-à-dire que je peux pas juste te dire je te fais confiance, toi, pour, je sais pas, moi, gérer mes finances. Je te connais pas, mais c'est probablement pas la meilleure des idées que je peux avoir. Non. L'idée, c'est qu'il faut que tu prépares tes gens comme il faut, que tu leur donnes ce qu'ils ont besoin. Puis pour les gens qui reçoivent ces responsabilités-là et pour les gens qui leur donnent ces responsabilités-là, comprendre que, bon, tout le monde a vu Elvis Gratton, là, c'est think big, bon, c'est la pire affaire qu'on peut faire. Pense petit. Okay? Il faut que tu vois loin, avoir de la vision, savoir où est-ce que tu t'en vas, oui.
Mais tout ce que tu fais, là, fais-les dans plus petites tranches de valeur possible. C'est-à-dire que si tu te plantes sur quelque chose, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin de faire une chasse aux sorcières, savoir qui est-ce qui a fait l'erreur. Ça va te prendre plus de temps et d'énergie que juste la réparer puis publier, là, OK, maintenant, il faut qu'on sache que... puis continuer. Donc, pense petit, des petits objectifs. Tu peux avoir 5 objectifs par jour. Tu peux te planter sur 2, puis les recommencer, puis là, les réussir avant la fin de ta journée, puis là, t'es correct. Là. On dit souvent, il n'y a pas de place à l'erreur. C'est de la bullshit, ça. Il n'y a pas de place à l'erreur seulement quand chacune des actions que tu fais sont tellement énormes que si ça réussit pas, tu te plantes. Mais ça, c'est comme, on parlait de poker un petit peu plus tôt, là, c'est comme être all-in tout le temps. C'est épais. Ah, c'est clair, quand ça. Un 2 puis un J'avoue, jack, c'est une très bonne analogie. Jack 12! Ouais, non, c'est clair, c'est vraiment une bonne analogie, là. C'est... Ben, justement, parlant d'erreurs puis de grosses petites erreurs, selon toi, là, dans ta carrière d'entrepreneur en général, ça aurait été quoi la plus grosse épreuve que tu aurais eu à surmonter en tant qu'entrepreneur? Puis c'est quoi que tu as appris de cette situation-là? J'ai écouté le gouvernement à un moment donné et j'ai perdu ma chemise. C'est pas pire, ça? Oh non! Oh my God! Ouais, J'avais un projet avec ma femme, puis là, ça va loin. Hein. On voulait avoir une ferme. Puis une petite ferme. Cool. Juste pour dire qu'on avait une petite business pour nous autres. On voulait se faire une petite vie tranquille pendant quelques années. Puis, pour avoir l'aide financière, puis les permis, puis tout ça, le gouvernement nous a fait des listes d'épiceries absolument épouvantables de choses qu'il fallait qu'on fasse, de places où dépenser notre argent, qui correspondaient pas du tout avec mon propre plan d'affaires. Puis on les a écoutés parce que ce sont les experts. Donc, il y a plein de gens qui se sont remplis les poches avec notre argent, puis on s'est aperçu éventuellement que beaucoup des programmes sur lesquels on s'est inscrit, il y avait juste plus d'argent dedans déjà, mais ça, ils nous l'ont pas dit. Donc, on s'est fait envoyer dans un mur pour un projet qui aurait pu, probablement, on n'aurait pas fait de fortune avec ça, là, on s'entend, mais pour passer les quelques années tranquilles en campagne qu'on voulait avoir, ça aurait fonctionné très bien. Mais c'est ça. On a suivi le process, puis on n'a pas fait preuve assez de pensée critique, et ça a été une des plus grandes leçons de ma vie. On a perdu la ferme. Mais c'était-tu la première fois que t'as essayé? Non. OK, mais c'était la première fois que t'as essayé de quoi? Oh non, c'était ma 4e entreprise. Ouais. OK. Mais c'était quel type de je sais pas si c'était de l'élevage que tu voulais faire ou c'était, mettons, de la production de lait laitière? C'était quel type de... Non, voyons, ça c'est beaucoup trop d'argent. Comme on n'était pas des professionnels, on voulait partir petit. On faisait un peu de production maraîchère, surtout des tomates. On voulait aller dans la transformation. Moi c'était vraiment, je voulais m'avoir une petite business où j'étais capable de A à Z faire de la sauce, tu sais, genre sauce barbecue, là. Un paquet de variétés où je fais moi-même pousser de façon biologique tout ce que j'utilise, que je fais la transformation moi-même. Tu sais, rien de super compliqué, puis on avait des poulets un peu autour. C'est tout, là. OK, mais vous l'avez eu en tant que tel, ça avait fonctionné, mais pendant que... On n'a pas vécu longtemps, mais on l'a eu. C'était pendant combien de temps à peu près? Je sais que tu l'avais perdu, mais c'était pendant combien de temps? On était là 4 ans. Donc, c'était dans quel coin? C'était à Saint-François-du-Lac, pas loin de Drummondville. OK. Cool. Donc c'est ça, ça a été l'échec le plus cuisant de ma carrière, puis une des grosses leçons que j'ai eues. C'est là que tu as appris à pas suivre les directives, puis à partir de là, c'est toi que tu as décidé que tu allais faire les tiennes. Exact. C'est une trêve, malgré que c'est sûr que ça fait mal, mais au moins t'as appris, puis depuis ce temps-là, ça a changé ta carrière. Justement, à cette heure, tu veux apprendre au monde à suivre leur Je le faisais déjà un petit peu avant, mais tu sais, c'est là où c'est le moment dans ma vie où j'ai pas écouté mes propres conseils. Mais c'est un gros échec, mais d'un autre côté, des échecs, c'est normal. Surtout quand tu es un entrepreneur, ça va arriver qu'à un moment donné, tu vas perdre ta chemise. Okay? Il faut juste que tu assures tes arrières pour être capable de te remettre facilement. Quand tu te lances dans quelque chose, assume toujours que ça va planter. Puis organise-toi en conséquence. Pas attends que ça plante, mais assure-toi que le jour où ça va arriver, tu sois capable de survivre à cette épreuve-là. Il y a le concept d'antifragilité qui on peut trouver ça là, sur Internet. Là, c'est Taleb. J'oublie son prénom. Qui m'a écrit un livre entier sur ce concept-là. C'est comment survivre et prospérer dans l'adversité. C'est
tu as 3 genres de systèmes. Tu as les systèmes fragiles qui sont habituellement très, très, très performants. S'il n'y a rien qui bouge, puis il n'y a pas de problème, ça va être capable de donner de la valeur plus rapidement que n'importe quel autre. Tu as les systèmes qui sont robustes, c'est-à-dire qui sont capables de prendre des coups beaucoup plus durs, puis qui ne changeront pas, peu importe la situation autour d'eux autres. Ils sont capables de passer au travers. Puis tu as les systèmes antifragiles. Plus ils ont de l'adversité, plus ils deviennent forts. T'sais, un exemple qu'on peut avoir à ça, prends un verre à vin. Un verre à vin, normal, en cristal, là, c'est un système fragile. Si tu l'échappes puis il tombe sur un plancher en béton, il va exploser. Pas grand-chose à faire avec ça. Si Non, c'est un système robuste, mais si tu l'échappes, il ne cassera pas. Il va juste rester identique à ce qu'il était. Puis si c'est un système antifragile, ton verre en cristal que tu échappes sur ton plancher, ben quand tu vas le ramasser, il va être fait en métal maintenant. Okay? Un exemple concret d'un système antifragile, c'est le corps humain. Est-ce que tu t'entraînes? Ouais. Ouais, ben pas assez souvent, mais oui, je m'entraîne quand je peux. Bon. Ben, c'est quelque chose que j'aime. Quand tu t'entraînes, essentiellement, tu causes du stress à ton corps. Okay? Tu le forces au-delà de ce qu'il est capable de faire. Puis c'est comme ça que tes muscles vont se bâtir et ton système va devenir plus fort. Ce qu'on veut, c'est amener ça au niveau d'une entreprise. Comment est-ce que tu fais que plus elle est bombardée de problèmes qui tombent dessus, plus ton entreprise elle devient meilleure, plus prête à faire face à autre chose? Oh my God. C'est vraiment une bonne image en plus. J'avais pas réalisé. Tantôt, quand t'as dit ça, c'est quelque chose qui vient plus fort quand il prend des coups. J'essaie de voir là. Puis là, quand t'as dit le corps humain, je fais oh my God, c'est tellement vrai! Puis les entreprises, là, ça peut être pareil. Si ton entreprise une entreprise normale, c'est concentré autour du leader de l'entreprise. Si tu fais l'inverse, okay, ton leader est un visionnaire qui amène l'entreprise là où elle doit aller, puis que le restant, l'autorité est distribuée partout dans l'entreprise. Chacun des morceaux, puis des divisions, puis jusqu'à chacune des personnes, chacun des employés au niveau personnel, et a l'autorité puis la responsabilité de s'assurer d'aller dans la direction que le visionnaire a mis le mieux possible, tout en réglant les problèmes qui arrivent. La personne la plus appropriée pour régler un problème, c'est habituellement celle qui est le plus proche du problème. Okay? Ou du moins, plus appropriée pour en prendre en charge. Si elle a besoin d'aide, elle va l'en chercher. Mais quand ton entreprise est organisée comme ça, plutôt qu'à chaque fois qu'il y a un problème qui arrive ou un changement de situation, la personne qui est sur le front line, qui est habituellement un des employés les moins payés de l'entreprise, service à la clientèle, ça arrive super souvent, ça, là, qui se retrouve confronté à ça. Il faut qu'ils se revirent de bord, qu'ils parlent à leur boss, qu'ils parlent à son 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 boss. Il y a une décision qui est prise. Là, ça redescend comme ça, la chaîne. Puis quand ça arrive, ta situation a évolué complètement depuis ce temps-là. Fait que soit il est rendu ben trop tard pour la décision que tu as prise, parce que ta situation a complètement dégénéré, tu as perdu ton client, ou soit tout le contexte a complètement changé. Fait que si tu y vas à l'inverse, puis tu donnes aux gens qui sont sur le front line la capacité à pouvoir s'adapter facilement, puis à pouvoir prendre une décision rapide, puis pas nécessairement uniquement entre eux autres. S'il faut, ils se servir de bord, parler aux autres qui vivent la même situation avec eux autres. Ensemble, ils décident, ça, c'est la meilleure stratégie à ce moment-ci. Ils la mettent en place. Les grands boss à l'autre bout ont pas nécessairement besoin même d'en entendre parler si ça dépasse pas un certain niveau d'impact sur l'entreprise. Puis, comme ça, ton entreprise, elle va évoluer, puis elle va s'adapter à tous les changements extrêmement rapidement. Elle va devenir antifragile. C'est-à-dire, à chaque fois qu'ils vont se rendre devant un problème, ils vont trouver une solution pour prendre avantage de ce problème-là tout de suite, plutôt que de devoir subir le problème pendant un laps de temps, puis après ça, arriver avec la mauvaise solution. Ah, c'est clair, ça me fait penser à de quoi justement que j'ai... C'est vraiment très intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser de quoi que j'ai lu dans je l'ai pas lu, je l'ai entendu en audiobook là, parce que je lis pas nécessairement, mais c'est dans le livre de Tim Ferriss, 4-Hour Workweek, qui dit que justement lui, dans sa compagnie de suppléments, qui disait à ses employés justement, service à la clientèle, que si le problème il coûtait moins de 100$ à régler, qu'eux autres, ils veulent même pas en entendre parler. Réglez-le par vous-même, comme ça ralentit pas la chaîne. Ben là, tu nous amènes dans notre autre sujet. Eux autres peuvent prendre une décision, puis... Ouais, vas-y. Il y a un livre que, il y a dans une de tes questions là, que tu voulais poser, là, s'il y avait un livre que tout entrepreneur devrait lire, le livre s'appelle The Connected Company de Dave Gray. Okay? Il y a quelques années maintenant. C'est Dave Gray, c'est un vulgarisateur
Donc, il prend des sujets complexes puis il les rend simples à comprendre. Puis, à force de travailler avec beaucoup d'entreprises, il s'est aperçu de plusieurs réalités dans le monde des affaires qui ont changé. Comme, on pense juste il y a 15 ans à toute information, c'était, bon, it's on a need to know basis and you don't need to know, là, donc tu partages l'information le moins possible, t'es le plus secret possible. Puis, on a des dizaines puis des dizaines de cas maintenant d'informations qui leakent dans le public. Puis, je veux dire, il n'y a rien que tu peux faire contre ça, là. Ouais. Un des gros changements de paradigme d'il y a 15 ans à aujourd'hui, c'est l'idée de secret peut plus vraiment exister dans le monde des affaires. T'sais, si tu mises encore là-dessus, ben tu te mens à toi-même en disant, ben écoute, jamais mes secrets vont être exposés. Non, assume que ça va l'être. Ça, c'en est un. Puis il y en a plein d'autres comme ça. Fait que ce sont plein de concepts super intéressants desquels il parle. Puis à la fin, il présente un modèle émergent. C'est pas un modèle d'entreprise que lui a créé. C'est un modèle qu'il a juste observé à plusieurs endroits, puis il a mis un nom dessus. Il appelle ça Podularity, qui est un nom absolument affreux pour un concept génial. Mais ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. C'est tu crées une plateforme dans laquelle tu mets tes règles. C'est comme un bac à sable. Tant que tu es là-dedans, que tu respectes les règles qui sont là, comme moi en tant que propriétaire d'entreprise, je vais dire, OK, vous avez droit de faire ça, vous n'avez pas droit de faire ça. Je veux recevoir tel genre de résultat. Moi, je vous mets tels outils puis telles ressources en commun là-dedans. Puis tous ceux qui ont à jouer avec ces règles-là se branchent dans la même plateforme, sont capables d'échanger entre eux autres, puis vont faire évoluer la plateforme aussi en mettant de l'information puis des outils dedans, puis en retirant qu'est-ce qu'ils ont besoin. Puis tant que tu joues dans ce bac à sable-là, toutes tes unités d'affaires en dessous, que ce soit une équipe, que ce soit des fois juste une personne, est libre de faire ce qu'elle a besoin de faire en gardant l'intérêt de l'entreprise en tête. Tu parlais, là, tous les problèmes qui coûtent en bas de 100$, les employés sont libres de les gérer. Dans, mon Dieu, c'est quel hôtel? C'est-tu les Hilton? Je me rappelle plus de l'hôtel. Anyway, les employés sont libres de... N'importe quel employé de l'hôtel est libre de prendre une décision jusqu'à 5000$. Ah, ouais, no questions asked, ça va être OK. Si tu as un client qui n'est pas content, tu as 5000$ de jeu pour le rendre content. Ouais, c'est fort, mais ça fait que les clients, ils tournent et puis ils reviennent. Puis pour avoir les moyens de faire ça, il faut que tu en fasses en chien de l'argent. Mais ils font de l'argent à cause de ça. Les gens sont tout le temps heureux. C'est vrai, hein? Dans le fond, vu de même. Oh my God. Mais ces affaires-là, justement, comme tu dis, t'as rien de secret, là, mais ça, c'est-tu quelqu'un, tu penses, que ça a été décrit dans un livre? Ben ça a été décrit dans Connected Company. C'est pas personne qui a créé ce modèle-là. Ça a été créé dans plusieurs entreprises de façon un peu différente. Puis Dave Gray a pris ces différentes interprétations-là. Puis il a donné une description comme plus générale. Comment est-ce que ça peut se faire? Ouais. Ça reste assez général, son approche. J'ai eu des discussions avec lui là-dessus. C'est super intéressant parce que moi, cool. Ça, c'est une des approches que j'amène avec mes clients le plus possible. Donc, ça va faire partie, entre autres, de mon livre, c'est comment appliquer ça de façon concrète, comment bâtir ce genre de plateforme-là, puis comment bâtir des pods, là, des équipes qui sont capables d'en tirer le meilleur parti. Parce que c'est ça que tu veux éventuellement, là, tu veux en tant que dirigeant d'entreprise arrêter de faire 95 heures par semaine parce qu'il faut que tu t'occupes de tout, puis t'occuper de ce qui est important. C'est une entreprise capable de s'adapter puis d'avancer par elle-même. Là. C'est sûr. Faut que tu sois capable un peu de déléguer, ben, faut pas que tu délègues dans la vie non plus, là, mais faut que tu sois capable de déléguer justement pour te laisser de la liberté puis pouvoir te concentrer vraiment sur tes forces, là, dans le fond. Tes forces puis ton rôle. Si en tant que CEO, tu t'occupes de comment ton entreprise elle fonctionne tout le temps, ton entreprise ira nulle part. Okay? Ton rôle, c'est d'emmener ton entreprise ailleurs. Trouver où tes nouveaux marchés, voir qu'est-ce qui s'en vient, voir qu'est-ce que ta compétition fait autour. Tu sais, la compétition, encore là, il y a 20-25 ans, c'était les méchants. C'était eux autres contre nous autres. Maintenant, la compétition, ça veut dire autre chose. Ça veut dire regarder ce que les autres entreprises qui sont dans le même milieu que toi font. Puis ton compétiteur n'est pas nécessairement un ennemi, c'est peut-être un partenaire. Si ça donne que vos deux types de services sont compatibles, s'il passe un coup de téléphone, tu dis hey, on peut-tu faire quelque chose ensemble? À ce moment-là, ben, tu peux générer des revenus que tu n'aurais jamais cru générer avant. Tu peux développer des nouveaux produits en concert que tu n'aurais jamais cru. Ben, tu vas voir, j'aime qu'est-ce que tu fais. Moi, je fais tel genre d'affaires. J'aimerais ça développer quelque chose qui fit avec le tien.
C'est des opportunités qu'il faut commencer à avoir. On voit ça de plus en plus justement dans le milieu de la microbrasserie. Les micros font souvent des collabos ensemble. Genre Dieu du ciel, ils ont fait avec maudit, je me souviens plus. Ben, en tout cas, je pense que c'est Trop du Diable. Ouais, Trop du Diable puis Dieu du ciel, ils ont fait une collabo ensemble. Et mes amis aussi qui sont propriétaires de Vox Populi, ils ont fait une collabo avec Hochelag. Mais c'est ça, le monde se sont rendu compte que les collabos, ça amène beaucoup plus loin. Parce qu'anyway, là, quand tu bois de la bière, exemple, je prends la bière en de micro en exemple, là, parce que j'aime bien ça, là. Mais tu vas pas boire juste de une compagnie, là. Tu vas pas boire juste un style non plus, là. Tu sais, je vais prendre une soirée, je me prends 3 bières, ben je vais me prendre une Dieu du ciel, une Vox Pop, puis mettons une Trop du Diable, là. Fait que j'encourage les 3, fait que pour eux, ça sert à rien de se battre entre eux puis d'essayer d'éliminer la compétition, parce que anyway, je vais toujours aller vers la compétition pareil, parce que tu m'offriras jamais assez de produits pour que je prenne juste de ta compagnie comme ta bière à toi. Juste bouffer toutes les parts de marché, on a passé ce milieu-là, là. Puis, ce qui est intéressant avec les collaborations, c'est que ça te permet, tu sais, tes experts vont parler avec leurs experts, puis vont apprendre un de l'autre beaucoup. T'sais, ils vont avoir des points de vue différents, puis peut-être qu'ils n'adapteront pas le point de vue de l'autre, mais ils vont juste plus comprendre pourquoi ils ont leur point de vue présentement. T'sais, ce sont des échanges qui sont super intéressants. Puis l'autre point, c'est qu'il ne faut pas oublier que quand tu travailles dans un domaine particulier, que ce soit microbrasserie ou autre, tes employés ont probablement déjà travaillé pour eux autres ou vont travailler pour eux autres dans le futur. C'est un petit monde, là. Il ne faut pas essayer d'emprisonner tes employés avec toi non plus. C'est bon qu'ils voient autre chose. C'est bon qu'ils partent, c'est bon qu'ils reviennent. C'est pour ça que c'est important de garder des bonnes relations entre nous autres. Puis entre entreprises, des fois, tu as un employé qui va dire, regarde, je suis pas content là, avec ce que je fais là. Ben écoute, j'ai pas de place. J'ai pas de position ou pas de besoin présentement pour te bouger dans l'entreprise, mais regarde, l'autre à côté cherche exactement qu'est-ce que toi tu veux faire. Ben, j'ai vu des entreprises qui vont faire des ententes d'échange comme ça. Tu veux-tu aller passer 1 an avec eux autres? Genre EA puis Ubisoft, mettons, par exemple. Tu parlais du jeu vidéo tantôt, là. C'est peut-être le genre de choses qu'ils font, eux autres. C'est pas le genre de choses qu'ils font, mais c'est le genre de choses qu'ils bénéficieraient de faire. Parce que dans le jeu vidéo, c'est vraiment drôle parce que quand moi j'étais là, on avait encore dans tous nos contrats, dès qu'on arrêtait de travailler pour une des compagnies, on avait 1 an ou 2 où on n'avait pas le droit de travailler pour une autre compagnie. Qui est une clause qui est illégale puis que personne ne respecte de toute façon. Ouais. Mais c'est manquer des opportunités parce que tu as peur de quoi? Là, que quelqu'un parte avec une idée puis aille le faire dans l'autre? Je m'excuse, mais un jeu vidéo, c'est 3 ans à monter. C'est ça, hein? Par le temps que tu arrives avec ton idée, puis que ton idée fasse le chemin jusqu'à temps qu'elle soit approuvée, puis que le jeu commence à être fait, ben si toi, t'as pas été capable de sortir ton jeu déjà, ben écoute, tu mérites pas de l'avoir eu. Ouais. Ouais, c'est exactement. Je pensais être à ça. Je veux pas partir de gimmick des rien, là, mais mettons les compagnies d'aéronautique que t'as pas le droit d'avoir ton cellulaire, mais je peux pas non plus les blâmer. Là. Mais même si tu filmes comment ils fabriquent une pièce telle quelle ou whatever, mais les autres à l'autre bout, là, ils ont pas ton argent puis ils sont sûrement en retard. Là, toi, t'as déjà le concept de préparer. Là, tu sais comment tu vas le faire avec ton moteur. C'est ça. De nos jours, c'est plus l'expertise qui est importante, c'est ta capacité à pouvoir rendre ça dans un produit concret rapidement, puis de continuer à innover pour que ton produit reste à la tête constamment. Okay? Tu vas être imité. Là, à partir de la seconde où tu vas sortir ton produit, il y a 12 compagnies qui vont le prendre puis qui vont l'étudier et puis le reproduire. C'est clair. Quand ça pas en tête avec ça, là, fais juste aller de l'avant vite. Puis si tu arrives à agir plus vite que tout le monde, à prendre tes parts de marché avant tout le monde, puis ça veut pas dire reste assis là. Maintenant, il faut que tu innoves constamment. Si tu n'innoves pas constamment, tu peux avoir le meilleur produit au monde, il va être dépassé 2 mois après qu'il soit sorti. Il faut toujours bouger, il faut toujours aller de l'avant. On monte dans des entreprises qu'on appelle des équipes d'intrapreneurs. Okay? Même les plus grosses entreprises sont capables d'avoir ça. Ce sont des équipes qui ont des ressources un peu similaires à ce que des entrepreneurs vont avoir, puis qui ont une mission. Okay? Il faut qu'ils trouvent, ils ont un problème, il faut qu'ils trouvent une solution. Qui démontre que la solution elle marche. Maintenant, après ça, qui démontre que la solution puisse être rentabilisée, puis après ça, elle puisse être scalée pour une plus grosse production. Puis il va y avoir des essais puis des erreurs. Des fois, aux 3 questions, tu vas répondre oui aux 2 premières, puis ta 3e, tu vas arriver à non, on n'arrive pas à scaler pour que ce soit économiquement viable. Bon, ben, tu mets ça de côté, puis tu vas chercher autre chose. Mais cette capacité-là à innover puis à apprendre super rapide, c'est la seule affaire qui va faire maintenir les compagnies en vie. Point.
Ouais, non, c'est vrai. Hein? Quand tu as ça comme mentalité, travailler avec tes concurrents fait beaucoup de sens parce que tu vas bénéficier de ce que les autres ont fait comme recherche, puis d'où est-ce qu'ils s'en vont. Puis oui, ils vont bénéficier des tiens, mais en bout de ligne, ça va être bénéfique pour tout le monde. Ah, clairement. Ça fait longtemps aussi que justement les collaborations, je veux dire, j'allais donner un exemple un peu bidon, là, mais tu sais, même un peu dans le monde de la musique, là, tu sais, au lieu de justement d'essayer de descendre les autres, ils en font ensemble, puis ils font des plus gros. Ben, c'est pas bidon. Pense à toute l'idée des super groupes. On en voit un peu moins maintenant, mais je veux dire, dans les années 60, fin des années 60, là, c'était l'époque des super groupes. Là. Led Zeppelin, c'était tout du monde qui était connu, chacun indépendamment. Cream, c'était la même chose. T'sais, Cream, c'était le meilleur batteur, le meilleur guitariste, puis le meilleur bassman qui sont mis ensemble pour faire un groupe. Ça peut pas ne pas marcher. C'est clair, hein? Là, c'est sûr qu'on va changer un peu de direction, là, mais toi, justement, dans la vie de tous les jours, ta job, ton revenu, c'est d'être un coach. Puis j'ai justement souvent une question par rapport à l'opinion des gens sur le coaching, fait que j'imagine déjà savoir ta réponse. Mais peux-tu nous expliquer, justement, pour certaines personnes, ils peuvent se demander encore un peu, c'est quoi un coach d'affaires, un coach de business, ça fait quoi? C'est quoi ça peut apporter dans la compagnie? Moi, je suis un coach d'affaires avec un axé sur l'idée de créer des gens de haute performance. Okay? Ça marche exactement pareil comme un coach de hockey, par exemple. Le coach de hockey, c'est quelqu'un qui va prendre une équipe et qui va l'amener à une autre place. C'est ça qui est son but, là. Qu'elle soit pas juste marginalement meilleure, qu'elle soit fondamentalement meilleure à faire ce qu'elle fait, que les gens aient réalisé leur plein potentiel, puis apprennent à travailler ensemble à un autre niveau. C'est ça que je fais. Donc, je prends des gens qui ont des bonnes idées, qui sont déjà bons à faire ce qu'ils font. Et travailler avec quelqu'un qui a aucune idée d'où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il s'en va, c'est quoi ses forces et ses faiblesses. Je peux prendre un client comme ça, mais c'est pas les clients les plus fun à travailler avec. Tu veux travailler avec des gens qui sont déjà kick-ass, puis là, tu les emmènes ailleurs. Personne voit tout ce qu'on peut faire. Personne connaît toutes les approches et puis les techniques. C'est surtout quand tu es spécialisé comme un entrepreneur, par exemple, va se focusser sur son domaine puis sur son produit. Mais c'est pas un pro d'antifragilité, c'est pas un pro pour créer une équipe de haute performance qui, honnête, tu vas avoir de la misère en tant qu'entrepreneur à suivre ton équipe tellement elle avance vite, puis elle innove vite, puis elle travaille vite. Okay, on n'est pas préparé à ça. Ben, c'est ça que moi je fais. Je vous amène à un point, je vous donne de la perspective. T'sais. C'est rare que je vais passer plus que 6 mois avec un client. Donc, j'en passe beaucoup de clients. Puis en coaching, je peux en avoir jusqu'à une vingtaine en même temps. Donc, je suis exposé à beaucoup de façons de penser, à beaucoup de réalités, beaucoup plus que la plupart des gens. Donc, je suis capable d'apporter cette perspective-là que tu ne peux pas te développer par toi-même. Puis, ça te fait réfléchir d'une autre façon. Tu sais, j'ai un bon produit, je m'en vais à la bonne place. OK, ben qu'est-ce que tu peux faire avec ton produit autre que ce que tu as en tête? Je comprends pas. Tu sais, je parlais avec un autre coach récemment et qui m'expliquait, il travaille avec un groupe qui se lance en affaires comme une petite compagnie de jeux vidéo. Okay? Leur gros focus, c'est leur jeu vidéo. Puis le gars regardait tout ce qu'ils ont fait, puis le jeu était super difficile à battre parce qu'il y avait une intelligence artificielle très, très, très avancée. Il dit, qu'est-ce que vous faites avec l'intelligence artificielle? Ben, nos méchants sont tous gérés par ça. Non, c'est pas ça que je te parle, là. Ton intelligence artificielle est capable de prendre des décisions puis d'apprendre en se basant sur le data des joueurs, de la façon dont ils jouent. Ils vont apprendre ça, puis ils vont capitaliser là-dessus puis devenir meilleurs, puis commencer à voir les patterns et émerger, puis trouver quel pattern qui va réussir à les battre. C'est-à-dire, tu as des applications dans un paquet d'industries comme ça, là. Puis vous voulez faire un jeu vidéo pour iPhone? Ouais, arrête ça. Il manque une bonne opportunité. Ben, c'est ça. Mais c'est une opportunité que les gens auraient même jamais pensé. Mais un coach, c'est à ça que ça sert. OK, vois ta réalité. Maintenant, comment est-ce qu'on peut déconstruire ça pour que tu vois tes autres opportunités? Est-ce que tes objectifs sont bons? Une de mes clientes avait des objectifs. On m'a fait la liste de qu'est-ce qu'elle voulait réaliser, puis j'ai demandé où est-ce qu'était son Oscar et puis ses 2 disques d'or, parce que c'est tout ce qui manque. Ouais, mais c'est bon d'avoir des gros buts, même si tu les atteins pas, ça te permet de voir des opportunités. Puis, si tu as un but que tu n'atteins pas, c'était pas un bon but. C'est correct de ne pas atteindre tous tes buts, mais il faut qu'ils soient réalisables quand même. Parce que là, si tu as un but de genre avoir 100 000 lecteurs de ton blog mensuel,
OK? Ben, ça fait 2 mois, là, tu as Mhm. combien de lecteurs? 30. Ben, écoute, si dans un an, tu vas en avoir 100 000 le mensuel, ben, divise 100 000 par 12, ça, c'est le nouveau nombre de personnes qu'il faut que tu aies à tous les mois. Puis divise ça encore par 30, ça, c'est ton target à tous les jours. Puis à chaque jour que tu n'atteins pas ton target, je vais te le rappeler. Puis on va commencer à calculer la dette Ah. que tu as par rapport à ton objectif. Oh my Oui, god. c'est dérangeant, mais en même temps, ça te force à voir c'est quoi un objectif qui est réaliste, sur quoi il faut que je me Ouais, donc concentre. ça. On voit tellement de choses, on est bombardé par tellement d'informations que ton coach il est là pour te permettre de focusser sur les bonnes choses. Ah, bon, c'était ma réponse longue. Ben non, mais c'est bien correct. Moi, ici, c'est justement le podcast, il dure pas 1 heure pour rien parce que j'aime justement les longues réponses. Là. J'aime pas ça, moi, les réponses courtes. Là, parce que de toute façon, je suis super curieux. Puis il y a sûrement plein de questions là-dedans que je devrais reposer. Anyway, fait que t'es déjà répondu, ça l'a aidé la chose. Mais de toute façon, ça t'amène un œil extérieur en même temps à la personne. Là, parce que des fois, ça fait tellement longtemps que t'es dans la même chose que tu vois plus Ouais. là, en avant. Là. C'est comme un long texte que tu cherches les virgules, les fautes, tout ça. Là, à un moment donné, là, t'es comme, ok, j'ai mal, là, je vois plus rien. Dans ta question, tu avais aussi, est-ce que moi j'ai un mentor ou un coach, là? Ouais, t'en as-tu déjà eu un? Hein? Ah, j'en ai présentement, puis j'en ai déjà eu d'autres avant. En fait, ça m'a pris du temps à accepter de prendre un coach parce que je suis bon dans ce que je fais. Mhm. Très bon, en fait. Hein? Il se tente un petit peu. Ben, faut que t'aies confiance en toi. Mais mon réflexe était je suis un coach. J'ai pas besoin de quelqu'un pour me coacher jusqu'à temps que je réalise que mais je suis un imbécile. Parce que, honnête, tous mes clients ont la même réaction. Puis il faut que tout le Mhm. temps que je les convainque qu'ils ont besoin d'avoir un coach. Puis à chaque fois, ils sont suffisamment contents qu'ils continuent à faire affaire avec moi pendant longtemps. Pourquoi est-ce que moi, je serais au-dessus de ça? Comme par exemple, je suis de taille forte, disons. Ok. Donc, j'ai décidé de me prendre un coach de santé pour me remettre en forme puis pour perdre du poids. Ce qui Mhm. est quelque chose que je n'arrivais pas à faire depuis des années. Ben, en 2 mois, la différence est assez marquée. Ah, c'est cool. Tout ce que ça prend, puis tout ce que mon coach fait, c'est juste me tenir honnête. Et s'assurer que je fasse ce que j'ai besoin de faire, que je log Mhm. tout ce que je mange, que c'est la seule chose que mon coach fait. Mhm. C'est important pour ça. Des fois, juste parler avec d'autres coachs. Je vais régulièrement engager un coach d'affaires pour moi, juste pour avoir quelqu'un à qui parler. OK, là, je fais ça. À ton avis, qu'est-ce que je manque? Ah, Donc, c'est vrai. j'utilise ses perspectives pour débloquer les miennes. Donc, tout le monde a besoin d'avoir un coach. Ouais. C'est ça tous les professionnels, là, justement, même les meilleurs joueurs, les meilleurs golfeurs au monde, tu sais, Tiger Woods, par exemple, qui a été pris en exemple dans un de mes podcasts. Mais le gars, justement, tu sais, c'est le meilleur joueur, ben, c'était le meilleur golfeur au monde, mais il y avait un coach, lui aussi, puis il était pas aussi bon que lui, mais il était juste capable de le garder, genre... Un coach n'a pas besoin d'être aussi bon ou meilleur que toi dans qu'est-ce que tu Mhm. fais. En fait, je coach des informaticiens puis je code pas, là. Mhm, exactement. Je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour les coacher sur la connaissance brute. Je suis là pour les emmener à une autre place dans ce que les autres font de mieux. C'est juste différent. Ouais, clairement. Hum? Ça fait combien de temps, là, que tu fais ça? 2 ans, je pense? Non. Avec Quantum Monkey, ça fait 2 ans, mais je fais ça depuis Ok, c'est ça. 2011. Ah. Puis je le faisais pendant que j'étais gestionnaire de projet. On en parlait tantôt, là, parce que j'ai eu une Mhm. carrière là-dedans avant. Fait que j'ai commencé à tous les éléments de la transformation digitale, donc les approches agiles, Kanban, le développement des gens, comprendre les systèmes complexes. J'ai commencé à faire ça durant ma période de gestionnaire de projet. Puis je me suis dirigé vers le coaching parce que je travaillais pour des entreprises qui ne m'écoutaient pas. Donc, à un moment donné, tu commences à comprendre pourquoi il n'y a rien qui marche autour, puis il n'y a pas personne qui t'écoute. J'ai compris que c'est parce que je ne charge pas assez cher. Donc, Oh. tu t'en vas. Tu t'en vas à l'externe. Je fais des jokes avec ça, mais pour être bien Mhm. honnête, on n'est pas super cher, là. Mais le fait est, des fois, ça prend juste une opinion externe que tu vas écouter. Parce qu'à l'interne, Mhm. les gens, ils t'écoutent pas. Donc, c'est ça que j'ai fait, là. Non, mais par rapport au prix, j'ai quand même appris ça justement à force d'écouter des trucs d'entrepreneurs.
Si tu charges pas cher, le monde, tu sais, en même temps, certains vont faire, ok, ben, tu sais, genre, au pire, j'ai pas grand chose à perdre, ou, tu sais, ils voient une opportunité ou un deal, mais en même temps, justement, tu sais, c'est souvent quand tu vas charger cher que le monde vont prendre ça au sérieux, là, parce que si, justement, si c'est 50$, ben, c'est pas grand chose, là, j'ai pas grand chose à perdre, là, pour un petit cours en ligne, mettons, online, là. Mais le même cours, la même personne peut le vendre 500, puis avant d'en vendre bien plus, là. Ouais, si ça fait mal, tu portes attention. Ouais, exactement. Le monde voit une vraie valeur aussi à ce moment-là, là. Ben, c'est ça. On est dans le même milieu. Quand on a commencé avec Quantum Monkeys, on n'arrivait pas à trouver de clients au départ, puis on s'est bien monté nos prix jusqu'à temps que là, on en aille. Ouais. Mais c'est sûr qu'on adapte ces prix-là pour différents types de clientèle. Là. Des fois, moi, j'ai des gens qui sont des particuliers qui viennent me chercher comme coach. Je ne le charge pas de la même façon que je vais charger une entreprise. Là. Ah non, c'est clair. T'as moins de personnes à gérer, là, justement. Ben, même une entreprise, des fois, ils vont me prendre parce que quelqu'un vient d'avoir une promotion puis veulent être sûr qu'il va être capable de s'adapter rapidement. Fait qu'ils viennent me chercher pour quelques mois pour ça. Donc, mais comme c'est une entreprise, ben, ils payent le plein prix. Puis si c'était le particulier en tant que tel qui venait me voir, je voudrais être bon dans qu'est-ce que je fais, ben là, on arrange quelque chose. OK. Mais il faut toujours comprendre, puis c'est ça que j'essaie de rentrer dans la tête de mes clients, c'est pas ce que ça coûte qui est important, c'est qu'est-ce que ça te rapporte. C'est vrai, ça te rapporte sérieusement plus que ce que ça te coûte, je suis utile. Puis à la seconde où ça arrive pas, mais moi dehors, je sers à rien. Et on travaille avec des entreprises qui sont encore dans le modèle que c'est pratiquement un employé qu'ils veulent. Fait qu'ils disent, mais là, je veux t'avoir 40 heures semaine avec nous autres. Puis là, je dis, OK, ben voici le montant que ça va te coûter. Ils me regardent, quoi? Ouais, ben, c'est ridicule, je peux pas te payer ça. Ben, je viens de te le dire, tu as besoin de moi à peu près 2 demi-journées par semaine. Ta valeur, elle est là. Plus que ça, tu vas me faire perdre mon temps. Puis tes gens, il faut qu'ils travaillent. Ils n'ont pas le temps de s'occuper de moi. Là. Fait que prends-moi pas plus que 2 demi-journées par semaine. Ah, c'est bon, ça, je voulais te demander justement combien de temps environ. Tu vois, tu réponds encore à une question en élaborant. C'est bon. J'allais te demander combien de temps à peu près tu passes par un client. Puis des fois, tu disais que tu peux avoir 20 clients en même temps. Fait que j'étais comme si bon. Je me demandais justement combien de temps tu passais par client. Ben, du coaching que je fais à des gens, que ce soit des particuliers ou des gens individuels dans une entreprise, on fait ça 1 heure par semaine. OK. C'est tout. Puis les contrats que je fais avec eux autres, c'est des contrats au mois, fait que à partir du moment où ils sont corrects, on arrête, puis ils reprennent plus tard si ça le tente. Fait que 1 heure par semaine, c'est pas gros, mais on revise comment leur semaine a été, on analyse un petit peu c'est quoi les pain points qu'ils ont présentement, puis on regarde qu'est-ce qu'on va faire, puis qu'est-ce qu'on va adresser pour la semaine suivante, puis ils partent avec une série de choses à faire. Puis pour ça, on reste en contact quand même toute la semaine par email. Donc certains l'utilisent plus, puis d'autres l'utilisent pas du tout. Mais on voit des résultats constants parce que si à la fin du mois, ils n'ont pas leurs résultats ou que moi, je juge que ça n'a pas avancé assez, je dis, ben regarde, je pense que là, tu as pris un plateau un petit peu, je vais te laisser te débrouiller tout seul pendant une couple de mois. Tu me rappelleras quand ça va te tenter. Donc, l'idée n'est pas de s'accrocher comme des sangsues aux gens. Là. L'idée est, est-ce qu'ils progressent? Oui, parfait, on va continuer à progresser. Ils ont atteint un plateau, on va arrêter ça là. Habitue-toi à ce que tu as là, puis quand tu seras prêt à progresser, on se reparle. Pour les entreprises, ben là, moi, habituellement, je fais jusqu'à du 2 jours semaine quand il y a des transformations à faire. Plus que ça, c'est rarement payant pour une entreprise de me garder. OK. C'est ça. Ah, ben, c'est bien de savoir aussi en même temps, comme tu disais, l'honnêteté, c'est bon, parce que tu veux pas juste arracher de l'argent de ton client, là, tu lui dis là, qu'à un moment donné, ça sert à rien. Là. C'est ça. Puis il y a le fait que moi, j'ai découvert avec les années, on rencontre beaucoup d'autres types de consultants, puis beaucoup de consultants voient leur contrat comme une job plus payante. Mais si tu travailles juste à une place, c'est pas très long que tu vas perdre de ta perspective, parce que tu t'habitues à la façon dont l'entreprise fonctionne. Puis plus son environnement est toxique, puis plus tu vas perdre ta perspective vite. J'ai écrit un article là-dessus sur mon blog. On peut nous trouver sur medium.com sous Quantum Monkeys. L'article, c'est The Pickled Consultant, c'est comme les cornichons, là. Parce que quand un consultant, ça marine trop longtemps dans une entreprise, tu prends les mauvaises habitudes de l'entreprise, puis tu perds tes bonnes habitudes. Fait qu'il faut bouger. Exactement. Fait que si j'essaie de m'accrocher avec un client un petit peu trop longtemps, je perds l'avantage que je leur apporte. Donc, c'est ça. Ah, mais ça t'amène plus l'œil extérieur parce que t'es trop rendu à l'intérieur, là, maintenant. Ouais, ben ça, c'est un de mes mentors qui m'a fait remarquer ça. Ah, c'est bon. On était plusieurs à l'époque, c'était une bonne équipe qui travaillait chez le même client.
Puis on était rendu à défendre le fonctionnement du client. Jusqu'à temps qu'il nous regarde, puis il part à rêve et dit là, vous avez mariné ben trop, les gars. Votre client, il est dysfonctionnel pour telle raison. Ouais, mais il faut comprendre qu'il peut pas. Non. Laisse ton client me dire ça. Toi, tu dois comprendre puis garder en tête que c'est des excuses. Oh my God. Ah, c'est bon, ça. Et on apprend tout le temps, hein? Nous sommes maintenant rendus à la moitié de l'entrevue. L'entrevue a duré un peu plus de 2 heures, donc j'ai décidé de séparer ça en 2 parties. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous appréciez ça ou si vous préférez un épisode d'une shot. Alors, on va se retrouver dans le prochain épisode, dans la partie 2. Merci!